de la Fédération CGT des services publics, Natacha Paumet. Donc, qui est venue... Ça commence à se préparer, ça. Natacha Paumet, qui est venue avec son fan club. Bravo à eux. Nous accueillons le secrétaire général de l'Union fédérale des syndicats de l'État, Jean-Marc Canon. Fan club aussi. Nous accueillons la secrétaire générale de la Fédération CGT de la Santé, Mireille, je vais y arriver, Stivala, excusez-moi. Elle a été ministre notamment de la décentralisation de la fonction publique et de la réforme de l'État. Elle a également été garde des Sceaux au ministre de la Justice. Merci d'accueillir Madame Marie-Lise Lebranchu. Et nous accueillons enfin le vice-président de Nantes Métropole, qui représente également l'Association nationale des élus communistes et républicains, Robin Salecroix. Et pour animer ce débat, merci d'accueillir chaleureusement la journaliste de l'Humanité, Loane Nguyen. Mesdames, messieurs, c'est à vous. Alors bonjour, donc bienvenue à tout le public et les débatteurs. Merci d'être ici. Alors on a vécu depuis 1 an et demi et on vit toujours donc une période de crise sanitaire pendant laquelle les services publics ont été à la fois soumis à rude épreuve et en même temps ils ont à nouveau prouvé leur caractère indispensable, crucial pour la société, et notamment on pense évidemment à l'hôpital public, mais c'est aussi le cas pour les autres services publics. Mais dans cette épreuve de crise sanitaire, on a vu donc à la fois leur caractère indispensable, mais aussi un petit peu leur fragilité. Et je voulais savoir un petit peu comment est-ce que vous avez apprécié cette période et qu'est-ce qui, selon vous, en fait, a été à l'origine de cette fragilisation des services publics. On a vu notamment une succession de réformes des services publics, de la fonction publique. Je ne sais pas si vous m'entendez, je vais essayer de parler un peu plus fort. C'est bon, tout le monde m'entend. Voilà, donc quelles sont pour vous un petit peu les causes de ces fragilités qu'on a vues émerger un peu plus de manière saillante pendant la crise sanitaire? Alors je vais peut-être commencer à m'adresser à Mireille Stivala pour l'hôpital public. Et puis après, vous pourrez intervenir selon vos différents points de vue. Oui. Alors, je pense que dans toute la fonction publique, cette période, comme vous l'avez dit, a vraiment mis à rude épreuve tous les professionnels et personnels de la fonction publique, et a surtout mis en lumière que des métiers qui ont été essentiels en tout cas pour gérer la crise étaient souvent méconnus, mal connus et souvent mal rémunérés. Et donc il faut dire que cette période a été difficile par les professionnels, parce que déjà auparavant en tout cas nous avons alerté la CGT sur les différentes réformes et lois qui avaient déjà déstructuré en tout cas la fonction publique et qui avaient déjà amené à des réductions en tout cas de personnel dans l'ensemble des services de la fonction publique, et notamment aussi dans la fonction publique hospitalière. Donc nous avons abordé déjà cette crise avec des secteurs, et surtout dans le secteur de la santé, un secteur déjà fragilisé par le manque parfois de personnel, et surtout notamment de professionnels bien ciblés, mais aussi avec un manque assez important de médecins qui déjà nous faisaient défaut avant cette crise. Ce qui finalement a engendré que pendant cette crise sanitaire, les difficultés que nous avons pointées déjà avant en termes d'emploi,
en termes de manque de formation, d'anticipation de certains professionnels au sein de la fonction publique hospitalière, mais plus largement au sein de la fonction publique, allait forcément poser problème, et ça ne fait que accentuer pendant cette crise sanitaire, avec du personnel qui a beaucoup donné, du personnel qui n'a pas pu, en tout cas pendant maintenant plus d'1 an, accéder à ses temps de repos, à ses congés. Et donc la question de l'emploi est une question importante, en tout cas dans toute la fonction publique et particulièrement à la fonction publique hospitalière, mais derrière aussi son attractivité, et donc la question des salaires, des rémunérations. Et malgré les différentes négociations et discussions, notamment dans le cadre du Ségur, aujourd'hui, en tout cas dans notre secteur, elles n'ont pas répondu à ce qu'il faut de manière très prégnante, c'est embaucher, recruter. Et si dans la campagne que nous faisons ensemble à la CGT, notamment sur 10% pour la fonction publique, c'est 10% immédiatement en termes d'emploi, de rémunération, parce que c'est essentiel aujourd'hui pour rendre nos métiers attractifs et pour faire venir des professionnels dans le secteur des services publics en général et à l'hôpital. Et la crise, elle a éprouvé ces professionnels, et elle a aussi beaucoup questionné ces professionnels sur leur devenir, parce que faut-il le constater que des grandes mesures n'ont pas été prises pendant la crise sanitaire, et notamment en termes d'emploi. Et les salariés traversent cette crise toujours avec l'idée qu'ils sont moins nombreux sur leur lieu de travail. Donc on va sûrement, mes collègues vont développer vraiment la partie qui est la rémunération et l'emploi, mais il y a une prise de conscience des professionnels que maintenant il faut que la fonction publique dans son ensemble, parce que c'est un tout, elle rend des services auprès de la population, et la fonction publique hospitalière sont des enjeux vitaux, et que dans le cadre de la prochaine campagne présidentielle, il faut que ça soit une priorité qui soit prise en considération pour les futurs candidats à l'élection présidentielle. Mais au-delà de ça, il faut qu'après cette crise aussi, qu'il y ait une prise de conscience qu'on ne peut plus en tout cas revenir au monde d'après, et que pour les services publics, et notamment pour la fonction publique hospitalière, il faut revoir tout le système, et notamment les moyens alloués au système de santé et de protection sociale, mais pour les services publics en général, parce qu'ils sont utiles, et parce que la population, pendant cette crise, plus que jamais, elle les a plébiscités, et elle a vu aussi les difficultés, en tout cas pendant cette crise des services publics, la difficulté en tout cas que les services publics ont parfois eu pour accéder à tous les citoyens sur le territoire de manière égalitaire. Donc du coup, ce que je disais, c'est que il n'y a pas uniquement l'hôpital qui a souffert de cette crise, qui a répondu présent. Il y a également d'autres services publics, notamment des services publics plus de proximité, les territoriaux, qui ont toujours répondu présent. On pense par exemple aux ATSEM dans les écoles, tous les fonctionnaires territoriaux. Il y a en ce moment beaucoup de luttes sur la question du temps de travail, puisque la loi de transformation de la fonction publique, loi du SOPT, tend en fait à augmenter le temps de travail des fonctionnaires territoriaux pour les aligner sur un 1607 heures annuelles. Comment est-ce que c'est vécu, cette augmentation du temps de travail, alors même que voilà, les fonctionnaires territoriaux ont répondu présent, se sont énormément impliqués. Natacha Baumet. Oui, mais merci. Effectivement, la loi de la transformation de la fonction publique, pour à peu près 80% de son contenu, concerne essentiellement la fonction publique territoriale et les agents territoriaux. Donc, les agents territoriaux se sont sentis particulièrement visés par cette loi de transformation, et notamment par la question emblématique du temps de travail. Ils se sont sentis encore plus visés puisque cette loi est sortie donc, le 6 août 2019, et sur le temps de travail, l'application devait rentrer en
devait rentrer en application en mars 2021. Il se trouve qu'entre-temps, il y a eu la pandémie et effectivement, les services publics locaux, alors tu as cité bien entendu les AXEM, il y avait bien entendu les éboueurs, les aides à domicile, les pompiers, j'en oublie certainement d'autres, mais beaucoup de fonctionnaires territoriaux ont été sur le pont et ils ont d'autant plus mal vécu le fait que dès juin dernier, dès juin 2020, les premières attaques sur le temps de travail viennent au centre des débats. Alors pour expliquer très rapidement le contexte, les collectivités territoriales, depuis qu'elles existent, que ce soit les agents avec leur employeur, avaient l'habitude, comme toute autre entreprise, de négocier sur diverses conditions de travail, que ce soit la rémunération, les conditions de travail ou le temps de travail. Et bien entendu, dans chaque négociation, il y a des avancées sociales comme du temps de travail diminué avec des jours de congés supplémentaires, des jours particuliers chômés, et donc cela fonctionnait très bien depuis des dizaines d'années comme ça. Il faut savoir que les collectivités territoriales disposent de la libre administration et cela leur permet d'avoir justement ces facilités pour aménager le temps de travail. Et il est de notoriété publique que les collectivités n'avaient pas forcément des facilités pour augmenter les rémunérations et donc pour attirer des agents dans ces collectivités, ces mesures sociales sur le temps de travail étaient appliquées et on pouvait avoir dans une collectivité voilà, plusieurs journées, une 6e, une 7e, voire une 8e semaine de congé et cela ne posait aucun problème puisque l'essentiel étant que les missions de service public soient remplies. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les fonctionnaires, et les fonctionnaires territoriaux notamment, travaillent le soir, travaillent la nuit, travaillent le week-end. Bref, quand c'est nécessaire, quand il faut remplir une mission de service public, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de jour férié, les agents publics sont là. C'est leur mission, ça fait partie de leur mission. Donc cette loi, quand elle est arrivée, et surtout quand elle a été appliquée, donc à partir de juin 2020, après la pandémie, elle a été d'autant plus mal ressentie. Et donc il y a eu, dans plusieurs collectivités, je ne vais pas les nommer parce que je risque d'en oublier, donc ça serait compliqué, mais il y a eu plusieurs luttes, et plusieurs luttes où les agents ont pu faire valoir leurs droits, surtout que la loi de transformation de la fonction publique prévoit qu'il y ait des suggestions particulières, c'est-à-dire qu'en fonction des missions à exercer, en fonction du cadre d'emploi, un agent peut ne pas être aux 1607 heures. Je rappelle d'ailleurs que les 1607 heures, c'est un plafond à ne pas dépasser, c'est-à-dire un plafond à partir duquel les heures supplémentaires sont déclenchées. Mais cela n'a jamais été un plancher, cela n'a jamais été un minimum. Or, l'esprit de la loi voulu par Olivier Dussopt et voulu par le gouvernement Macron, c'était tout le monde à 1607 heures. On sait pertinemment, il y a des expériences dans le privé où les salariés travaillent moins de 1607 heures annuellement. Donc voilà. Il y avait cette forte injustice prégnante et c'est pour ça qu'il y a eu de nombreuses luttes dans la fonction publique territoriale et des luttes qui ont plutôt fait reculer les élus locaux, mais il y a quand même eu voilà, des pertes de congés dans certaines collectivités. Alors du coup vous parliez de libre administration des collectivités. C'est aussi un argument que mettent en avant les collectivités pour expliquer qu'elles n'ont pas le choix, elles ne peuvent pas faire autrement, elles sont tenues par la loi de s'aligner sur ce temps de travail. La question qui se pose, et notamment pour des majorités de gauche, c'est comment résister un petit peu à ces injonctions qui sont faites par le gouvernement. Ça semble assez compliqué. On voit par exemple dans des grandes villes, alors que ce soit à Paris, à Lyon, à Marseille, Grenoble, c'est voilà, des élus qui sont en difficulté sur cette question-là. Comment on fait, comment on compose avec, entre les injonctions de la loi et la libre administration. Romain Sabrois, peut-être vous pouvez nous expliquer comment on résout ce dilemme quand on est élu.
effectivement, peut-être avant de revenir en tant que tel sur cette question-là, je voulais revenir aussi de mon expérience d'élu local sur le contexte qu'on connaît, de crise économique, sanitaire et sociale. On voit bien que c'est lorsque tout vacille que le service public reprend évidemment toute son importance. Du côté des élus communistes, des amis que nous avons autour de la table, évidemment, nous ne l'avons jamais oublié. Mais on l'a bien vu, et d'ailleurs M. Emmanuel Macron se gargarisait de nombreux discours au moment de la crise pour souligner l'engagement de ses fonctionnaires. Nous, clairement, on le voit dans les territoires, on le voit dans les villes et dans les métropoles. Je pense à tous ces fonctionnaires qui, lorsque tout était à l'arrêt, continuaient à aller travailler, par exemple, à l'usine de l'eau, pour continuer de fournir de l'eau potable à évidemment à nos habitants. Je pense à tous ces fonctionnaires qui travaillaient dans les EHPAD ou ailleurs. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut redire, c'est qu'à l'occasion de cette crise sanitaire, il faut qu'on remette au cœur des enjeux et du débat public, notamment à l'occasion de ces présidentielles et ces législatives, la question du service public et des manières et des propositions pour le revivifier. Et puis sur la question de la lutte sur les 1607 heures, effectivement, c'est un combat qui n'est pas évident, parce que la libre administration des collectivités, c'est une chose, mais les menaces des préfectures en cas de non-application de la loi étaient une réalité. Et on l'a vu, les élus communistes ont mené partout en France la bataille avec leurs collègues de gauche au maximum. Ils ont essayé de pousser le curseur au maximum de ce qu'ils pouvaient. Dans un certain nombre de territoires où c'est les élus communistes, où c'est un maire communiste qui dirige ou une maire, on l'a vu, certains ont décidé de ne pas l'appliquer et d'aller jusqu'au tribunal administratif et de mener le rapport de force jusqu'au bout. Sur le territoire de la métropole nantaise et à la ville de Nantes, ce sont les élus communistes qui ont poussé le curseur au maximum pour amener l'ensemble de la majorité avec nous, pour prendre position et dire que cette loi et ce projet n'étaient pas une bonne chose. Pas une bonne chose, évidemment, pour les conditions de travail des fonctionnaires. Ça, c'est évidemment un élément essentiel, cette augmentation de temps de travail quand ils étaient en première ligne pendant la crise et que M. Macron faisait ses grands discours. Là, on n'en a pas entendu parler. Mais c'est aussi un drame, et vous l'avez commencé à l'évoquer, en termes de démocratie locale, en termes de mieux-disance sociale. Oui, nous, notre perspective à gauche, ce n'est pas d'aligner tout le monde vers le bas. C'est effectivement de se battre pour les 32 heures. C'est pour améliorer les conditions de travail. Et donc, nous avons mené ce combat, nous avons amené notre majorité avec nous pour prendre position fortement sur le territoire de la métropole. À la fin, il a fallu compter les points et la réalité a été claire. Ce sont les élus communistes qui ont emmené des élus Génération et GDS et qui ont voté contre. Sur une majorité d'une quarantaine d'élus, nous étions les seuls à clairement dire que nous ne mettrions pas notre sac à bord de cette mauvaise réforme. Mais ce que je veux dire, c'est que l'action des élus locaux n'est rien sans l'engagement, évidemment, des salariés, des syndicats et des agents. Car tout seul, évidemment, le rapport de force n'est pas suffisant. Et je me dis que collectivement, on a peut-être une responsabilité. Est-ce que la mobilisation a été assez haut niveau dans tout le pays sur cette réforme-là ? Je ne pense pas. Je pense qu'on doit continuer de se battre sur ce projet-là, mais aussi sur toutes ces déclinaisons mortifères dans nos territoires. Et il va falloir qu'à l'occasion de ces présidentielles et de ces législatives, nous montions en gamme sur ces propositions et que nous disions qu'à gauche, effectivement, nous, notre perspective, c'est la réduction du temps de travail, c'est l'embauche, c'est les renationalisations dans un certain nombre de domaines, c'est la reconstitution de véritables pôles publics sur les enjeux stratégiques. C'est tout l'objet du combat des élus communistes, mais aussi d'un grand nombre d'élus de gauche dans leur diversité. Donc on a évoqué un des aspects de la loi de transformation de la fonction publique, la question du temps de travail. C'est une loi qui connaît beaucoup d'autres, contient beaucoup d'autres mesures qui ne visent pas uniquement les fonctionnaires territoriaux, aussi la fonction publique d'État. Il y a la question d'un recours accru aux contractuels. Il y a l'idée aussi derrière quand même de supprimer des emplois pour faire des économies. Comment est-ce que cette réforme elle impacte aussi la fonction publique d'État et comment est-ce qu'elle s'insère un petit peu dans un continuum aussi finalement de réformes qui fragilisent la fonction publique, Jean-Marc Canon? Oui, merci. D'abord, moi, je
voudrais préciser ta première question sur comment on en est arrivé là, grosso modo. Moi, je crois qu'il faut regarder qu'on a eu, ça fait des années quand même, que les agents de la fonction publique et leur mission sont vus uniquement sous un angle macroéconomique qui consistera à dire que les fonctionnaires et les agents de la fonction publique sont une variable d'ajustement et que parce qu'il faut réduire la dette publique et le déficit public, eh bien on doit réduire leur salaire, on doit réduire le nombre d'emplois, etc. Ça fait des années qu'on entend ce discours plus ou moins porté et sur lequel on a vu notamment, j'avais ma tête dans le débat, que le gel de la valeur du point, de l'augmentation générale des agents de la fonction publique n'est plus à l'ordre du jour depuis maintenant des lustres. Or, je crois que c'est un premier élément sur lequel il faut absolument débattre et sur lequel il faut montrer que les pseudo-arguments que nous balancent les pseudo-experts à longueur de temps sont tout à fait erronés et sont parfaitement discutables. Voilà, moi je veux le dire ici, ce n'est pas vrai que ce sont les salaires et le nombre d'emplois de la fonction publique qui mettent à mal les finances publiques de notre pays. Voilà, je crois qu'il y a une espèce de doxa qui consiste à nous faire croire que ça pèse comme ça, mais c'est tout à fait faux. Je ne vais pas être très long, mais on pourrait prendre nombre d'exemples de pays autour de nous où il y a plus d'agents dans la famille, il y a un taux d'administration, ce qu'on appelle supérieur à la France, et nettement supérieur à la France, et où pourtant ces pays ont un taux de chômage et une dette, un déficit public 2 ou 3 fois inférieur à la France. Donc il faut d'abord dire que ce sont des années de politique publique d'austérité qui nous conduisent à ça, et que ces politiques se sont basées sur des arguments qui sont tout à fait faux et qui ne correspondent pas à la réalité. Et plutôt que d'entendre des discours énamourés, non suivis d'actes actuellement, sur le fait qu'on redécouvre évidemment que des agents de la fonction publique sont en première loge dans la crise pandémique, sauvent des vies, sont essentiels, etc. On en cite beaucoup, d'ailleurs on en oublie d'autres. Par ailleurs, peu de gens parlent de ceux qui travaillent à la DGCRF, la répression des fraudes, la consommation, l'inspection vétérinaire, et pourtant il y a beaucoup de scandales, et les administratifs eux-mêmes sont souvent oubliés. Moi je crois qu'il faut véritablement qu'on gagne la bataille d'opinion. Ce n'est pas vrai qu'en France, ce sont les agents de la fonction publique qui sont responsables de la dette publique, et ce ne sont pas une variable d'ajustement macroéconomique. Et tant qu'on ne comprend pas ça avec ça, on sera en difficulté. D'ailleurs la preuve, c'est qu'en dépit du discours de la Macronie, les budgets qu'on connaît qui sont en train de se préparer pour 2022 sont de nouveau des budgets d'austérité pour les dépenses socialement utiles et de nouveau des budgets qui vont abonder les dizaines de milliards qu'on donne aux entreprises sans conditionnalité et sans voir ce qu'elles produisent. Voilà. Donc pas juste sur la loi de transformation publique sans être long. Un des autres pendants, effectivement, il y a 2 autres pendants qui c'est effectivement le recours accru au non-titulariat. Je rappelle quand même que dans la fonction publique, bon an, mal an, dans les 3 versants, 1 200 000 agents passent par an et ne sont pas titulaires. On est loin véritablement de l'image d'Épinal dont on nous rabat les oreilles aussi sur le fait qu'il n'y aura que des fonctionnaires privilégiés. C'est tout à fait faux et ça met à mal d'abord les agents qui sont souvent dans des grandes situations de précarité, mais ensuite, encore une fois, la CGT ne défend pas le fonctionnaire pour le fonctionnaire. Elle dit simplement comment veut-on qu'un précaire qui a affaire à quelqu'un qui lui donne un ordre manifestement illégal puisse s'y opposer dès lors que celui qui lui donne un ordre manifestement illégal est celui qui éventuellement lui prolongera ou non son contrat. Le statut de fonctionnaire, il est fait pour ça, c'est pour garantir la neutralité et l'impartialité de l'agent public dans l'exercice de ses missions d'intérêt général. Et donc là, malgré ça, on a un gouvernement qui met une loi, alors qu'on en a déjà beaucoup, qui ouvre grand les portes au recours du non-titulariat. Par ailleurs, on a un gouvernement qui, dans la même loi, supprime toute compétence aux commissions administratives paritaires. Elles deviennent des coquilles vides qui ne servent plus que pour les conseils de discipline. Autrement dit, les employeurs publics pourront demain lutter, promouvoir sans aucun élément de transparence. C'est un recours à la fonction publique d'avant la Seconde Guerre mondiale. J'attire l'attention là-dessus quand même. Les CHSCT, qui étaient un outil d'une pertinence absolue, on le voit encore dans la crise là quand même, etc., sont supprimés et sont fondus dans d'autres instances. Et donc on a la loi, moi je veux dire, je pense qu'aujourd'hui on est à la croisée des chemins. Moi je ne me paye pas de mots, mais je pense qu'aujourd'hui on est dans quelque chose où ceux qui sont au pouvoir nous préparent une bascule sur une France sociale et des services publics qui ne sont plus sur ce qui s'est construit depuis des années. Bien sûr qu'il faut réformer. Bien sûr, je rappelle que les textes de la fonction publique ont été réformés par 200 modifications législatives et 300 modifications de décrets depuis 83. Mais bien entendu, la fonction publique doit s'adapter aux enjeux contemporains. Mais s'adapter aux enjeux contemporains pour la CGT et pour la population, ça ne peut pas être à démanteler et faire en sorte que demain, la fonction publique, ça ne soit plus que des services qui servent les intérêts des entreprises et qui laissent passer en elles la loi marchande. Donc voilà. Donc moi je crois, sans être trop long, c'est notre revendication, en tout cas, nous la porterons, je crois, dans la campagne présidentielle avec d'autres forces syndicales, et je m'en félicite. Il faut approcher cette loi de 2019
pour créer d'autres textes qui renforcent encore une fois la fonction publique, pas pour le fonctionnaire lui-même, mais qui renforcent la fonction publique parce qu'il ne peut pas y avoir de progrès social, il ne peut pas y avoir d'égalité dans la population, il ne peut pas y avoir d'émancipation s'il n'y a pas de fonction publique rénovée et renforcée. Alors, on a la chance d'avoir quand même une ancienne ministre de la fonction publique avec nous, donc Marie-Lise Lebranchon. Quel regard vous portez un petit peu sur l'évolution qu'a connue la fonction publique, les dernières réformes qu'ont connues la fonction publique depuis que vous avez quitté le gouvernement? Alors, moi, ce que je voudrais dire d'abord, c'est qu'effectivement, la crise a malheureusement, parce que c'est une crise, montré à quel point la fonction publique était essentielle. Et je crois que c'est important pour nos populations parce que les gouvernants qui prennent la fonction publique pour des variables d'ajustement sont intimement convaincus que dans la classe dite populaire, le fonctionnaire est considéré comme un privilégié. Et quand j'avais fait la fameuse exposition que Jean-Marc Canon avait discrètement applaudi sur le fonctionnaire bashing, tous ces clichés qu'on entend sur le fonctionnaire bien payé, avec un temps de travail réduit, un peu feignant, protégé, à vie, etc. On a toute une série de clichés comme ça qui, heureusement, sont un peu tombés. Et je dis un peu tombés. Parce que ce sont ces clichés-là qui permettent de faire, j'ai envie de dire, au vice-président de Nantes, dans certaines communes, comme la mienne, où la liste est une liste avec le PC et le PS, et puis ce qu'on appelle société civile et syndicalistes, eh bien, on n'a pas eu de lutte importante, parce que dans la discussion, c'était attention, nous sommes dans une métropole brestoise pas loin où ça va mal, notre communauté d'agglomération va mal, on n'est pas une ville riche comme Nantes, hein. La moyenne de rémunération des personnes sur l'ensemble du territoire est inférieure à 800 €, donc on est vraiment dans un territoire difficile, et du coup, on se fait piéger soi-même par les clichés de la fonction publique pour ne pas se battre sur une loi comme celle du temps de travail. Donc je crois qu'il faut tout se dire. Il y a un moment donné où il faut reprendre le discours depuis le début, comme les uns et les autres l'ont dit. C'est quoi la fonction publique? Patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est la seule façon d'avoir l'accès à l'émancipation de l'individu, l'école, la culture, c'est la seule façon de vivre, la santé, c'est la seule façon de faire finir sa vie dans des conditions quasi acceptables. Je dis bien quasi acceptables, elles ne sont pas encore, je pense aux EHPAD. Bref, on a un discours à reconstruire sur la fonction publique garant de la vie, tout simplement de la vie. Et la vie, c'est la liberté, c'est l'émancipation, c'est la culture, c'est la santé, donc c'est la fonction publique, donc c'est le service public. Et à l'envers, Jean-Marc parlait de la variable d'ajustement, c'est comme ça que ça se passe. À l'intérieur du gouvernement où j'étais, à chaque fois qu'on déclinait les chiffres, on disait t'es le ministre qui dépense le plus. Oui, bien évidemment, et tant mieux. Mais pourquoi on en est là aussi? C'est parce qu'à chaque fois qu'on parle de dépenses publiques, on ne parle pas de la recette. C'est quoi le problème de notre pays par rapport à d'autres? C'est que la recette diminue. On fait de plus en plus de cadeaux fiscaux, et du coup, effectivement, à un bout d'un moment, on se dit, ah, tiens, il n'y a plus d'argent dans les caisses pour payer les fonctionnaires. Donc, tant qu'on parlera dépenses publiques, sans parler recettes, sans parler justice fiscale, on aura un discours un peu bancal. Donc moi, je crois que le fonctionnaire, c'est vraiment l'idéal. Vous voyez, moi, ce que j'essaie de porter, c'est que c'est moderne, le service public. Parce que c'est la garantie que les individus vont vivre correctement. Mais pour ça, il faut aussi parler de recettes et de justice fiscale, parce que autrement, c'est toujours le fonctionnaire qui paye la note. Et pour en finir, je pense qu'on a 3 piliers dans la fonction publique. Fonction publique d'État, hospitalière et territoriale. Aujourd'hui, on tape dur sur la territoriale. Je le dis comme je le vis aujourd'hui, parce que c'est plus facile. Parce que ce sont des groupes plus petits, moins homogènes,
Et du coup, la difficulté de se battre est beaucoup plus grande. On est nombreux dans une métropole, on réussit à bloquer les services. Quand on est 4-5 assistants pour les écoles maternelles, c'est compliqué. Donc je crois qu'il faut retrouver ce que ce gouvernement, je crois, est en train de détruire, c'est le rôle, et je ne suis pas démago, le rôle des syndicats au niveau national, pour qu'on puisse porter des fonctionnaires qui, sur des petits territoires, des territoires ruraux, des petites villes, des villes moyennes, n'osent plus se battre. Et ça, si la fête de l'UMA peut relancer un peu la machine pour lutter contre la contractualisation, je vous dirai là-dessus, la contractualisation, c'est quoi? C'est l'abandon du statut, c'est l'abandon de la déontologie, donc c'est l'abandon de la protection des citoyens français. C'est énorme comme sujet. Mais quand vous vous promenez, que vous faites du syndicalisme ou de la politique à pied, la personne qui vous parle, elle ne vous parle pas de cette protection-là. Donc il faut la réécrire, la redire, la hurler peut-être. C'est effectivement grâce à la fonction publique statutaire, avec des agents qui ne craignent pas la répression immédiate de la rupture du contrat, qu'on peut protéger des citoyens, y compris contre des élus qui parfois peuvent développer des thèses qui nous font peur. Donc après cette petite phase de diagnostic sur les évolutions récentes, les réformes récentes, on peut peut-être s'interroger sur ce que serait une vraie modernisation de la fonction publique, parce qu'on voit que c'est une obsession un petit peu récurrente des différents gouvernements, depuis Nicolas Sarkozy, même avant. Enfin, il y a toujours eu cette idée que la fonction publique, quelque part, c'était quelque chose d'un peu anachronique, c'était quelque chose qui était peut-être valable après la Seconde Guerre mondiale, ou à la rigueur peut-être encore dans les années 80, dans un contexte de croissance. Il y a ce discours un petit peu sur le fait que bon, la fonction publique, finalement, c'est quelque chose d'un peu anachronique, et que la modernité, c'est de privatiser, la modernité, c'est de déléguer, de mettre la fonction publique en mode projet, tout ce genre de vocabulaire un petit peu emprunté au privé. Alors, pour vous, ce serait quoi? Est-ce que déjà la fonction publique a besoin d'être modernisée? Est-ce qu'il faut simplement défendre l'acquis, ou est-ce qu'il y aurait un chantier pour moderniser la fonction publique, et si oui, comment? Alors, on va peut-être repartir vers Estivala. Déjà, est-ce qu'on doit être moderne, hein? C'est la question, puisque aujourd'hui, au contraire, les jeunes sont pour le vintage. Je fais une petite boutade, mais quand on dit la fonction publique doit être moderne, à chaque fois quand on nous a dit ça, ou les gouvernements nous ont dit ça, il faut qu'on modernise, ça s'est finalement traduit par moins de services publics, ou des services publics qui s'éloignent de la population. Donc moi je dirais ce qu'il faudrait, c'est pas une fonction publique moderne, c'est une fonction publique qui répond aux besoins de la population. Et au plus près, dans la proximité, de manière égalitaire sur le territoire. C'est déjà la première, en tout cas les premières missions des services publics, au-delà d'être moderne, c'est d'être accessible. Voilà. Après, bien sûr, il y a aujourd'hui aussi des nouvelles technologies, d'autres pratiques, et là, il y a des choses à faire en termes d'accessibilité aussi par les sites et les nouvelles technologies et les nouvelles évolutions, hein, mais ça en fait partie, mais ça ne doit pas n'être non plus. Ça aussi, dans les dernières périodes, on nous a proposé, on nous a beaucoup éloigné, en tout cas certains services publics, et on les a remplacés par des guichets informatiques, l'accès sur des sites, et au bout du compte, ça se solde par une complexité pour énormément de citoyens. Et il n'y a pas tout le monde qui est, s'il faut dire ainsi, un geek d'informatique et qui arrive au fin fond de sa campagne à se mettre sur un réseau qui d'ailleurs fonctionne parfois mal. Voilà, donc il faut bien sûr moduler les propositions pour justement offrir à la population toutes les possibilités, mais il ne faut pas non plus que, sous couvert justement de modernité, comme on nous le dit régulièrement, réduire les services publics et réduire aussi les effectifs. Parce qu'à chaque fois,
derrière l'idée de changer les services, de les rendre accessibles différemment sur des plateformes téléphoniques ou informatiques, et ben derrière c'est aussi moins d'emplois. Et nous pensons aussi que les services publics, au-delà des missions qui ont été citées, et aussi de ce que c'est d'être un fonctionnaire, la neutralité, l'impartialité, c'est aussi la relation humaine. C'est être en contact avec les gens, avoir des retours aussi. Et pour ça, nous, en pensant, la modernité, ça serait de développer les services publics dans un monde quand même beaucoup plus difficile, dans une crise qu'on vient de dire, crise sanitaire, crise sociale. C'est justement plus de services publics. Ça l'a montré. Par exemple, si on prend par exemple le secteur de la santé, au début de la campagne de vaccination, ça a été quand même très difficile à en mettre en œuvre. Et beaucoup de citoyens encore aujourd'hui sont éloignés de la vaccination parce qu'ils n'ont plus de médecins dans leur territoire, parce qu'ils n'ont plus d'hôpital. Voilà, et ça on peut le décliner sur d'autres services de la fonction publique. C'est pareil pour la Poste, c'est pareil pour les services d'État. Voilà, donc pour nous, ça serait justement de nouveau revenir justement à la proximité. Et donc ça veut dire donner des moyens supplémentaires en effectifs. Et après, bien sûr, des missions aussi, revoir les missions, mais toujours en questionnant ce qui est dans l'intérêt, en tout cas, de la population et selon ses besoins. Après, ça doit être des services publics égalitaires sur le territoire, mais qui peuvent effectivement multiplier leurs missions de manière différente selon les spécificités des territoires. Et là, je pense qu'il faut aussi parler des territoires ultramarins et d'outre-mer, qui vivent très mal aussi dans la période le manque de services publics et le manque de moyens. Et ça donne aussi des disparités qui sont difficiles à gérer. Voilà la question de son développement. Nous on est pour son développement, pour une vraie prise en compte, comme vous l'avez dit, auprès de la population qui plébiscite d'ailleurs ces services. Et donc ça veut dire que oui, le débat du coût de la dépense doit sortir de cette société. C'est une richesse d'avoir des services publics et c'est surtout un coût réduit en tout cas de reste à charge pour toute la population. Il faut aussi mettre cet accent sur ce point parce que les services privés ou les services rendus par le privé en général sont des services lucratifs, payants, et là on a des services publics qui sont pour la plupart du temps gratuits et accessibles. C'est une large question, l'enjeu de la revivification et du développement du service public. Après, effectivement, comment on s'y prend. Je partage les avis qui ont été développés tout à l'heure, notamment par Madame Lebranchu, sur le fait qu'il va nous falloir mener la bataille idéologique et arrêter d'être sur la reculade, passer effectivement à l'offensive. Et d'ailleurs, quand je regardais l'intitulé du débat de ce jour, c'est la première réflexion que j'ai eue qui revient sur ce que tu viens d'évoquer. Il ne faut pas qu'on tombe dans le panneau d'opposer une fonction publique du XXIe siècle avec celle du XXe siècle. Parce que quand on regarde la modernité du statut de la fonction publique, des réformes de 1946, qui émanent elles-mêmes du Conseil national de la résistance, du programme, on relit ce programme, il est d'une extrême modernité. Et donc ne tombons pas dans le panneau de la Startup Nation qui voudrait opposer à la fois les Français entre eux, les générations entre elles, une fonction publique qui serait moderne contre une fonction publique qui serait dépassée. Donc déjà, je pense qu'en termes de champ lexical et de cap politique, syndical qu'on doit imprimer dans nos luttes, il faut qu'on soit très attentif à la manière auquel le camp que l'on combat utilise les termes et les mots. Et puis, en termes de modernité, je pense qu'il y a plein d'enjeux qu'il faut travailler, plein de leviers activés. On évoquait les enjeux d'embauche, on évoquait les enjeux de rémunération, de conditions de travail. Juste pour vous donner une anecdote, moi qui m'occupe des sujets de l'eau et de l'assainissement à la métropole, je vois bien à quel point on est en train d'affaiblir le service public pour ensuite justifier des privatisations par pan entier de ce même service public. Évidemment, quand on a des rémunérations au ras des pâquerettes, lorsqu'on rentre catégorie C, automatiquement, on a des difficultés à recruter, par exemple, au sein de la régie de l'eau à Nantes Métropole.
Et donc, est-ce que ça devrait être le prétexte à privatiser et à ouvrir encore plus largement au privé ce service public pourtant si essentiel? Je ne pense pas. Et donc, il faut qu'on joue vraiment sur tous les sujets. Emploi, conditions de travail et rémunération, c'est évidemment essentiel. Et puis, juste pour terminer peut-être, avant de laisser la parole, je pense qu'il faut qu'on soit à la fois sur ces enjeux d'acquis à garder et à maintenir, et puis aussi sur les enjeux du développement. On le voit, on est au milieu d'une crise sanitaire, économique, sociale, démocratique, écologique, pour prendre les bifurcations nécessaires, notamment dans le domaine de la transition écologique. Il est clair que ce ne sera pas les groupes privés qui vont investir les centaines de milliards nécessaires en recherche-développement, notamment dans les domaines de l'énergie. Et il va nous falloir un véritable pôle public de l'énergie, à l'inverse des réformes qu'a voulu Macron et ses alliés. On peut penser notamment au projet Hercule. Et donc il faut revivifier notamment EDF, GDF, à l'inverse de toutes les réformes qui ont été menées. Et cela passe évidemment, j'en suis persuadé, par des pôles publics évidemment très forts dans ces domaines stratégiques. Et je pense que les Français sont tout à fait prêts en plus à entendre ce discours. La question, c'est évidemment le courage politique qu'on a à le porter dans les discours d'aujourd'hui et de demain, et de rassembler aussi le plus largement possible à gauche sur ces thématiques, parce que évidemment au Parti communiste français on va pour porter ces propositions, mais je suis persuadé qu'on peut trouver des alliés, on peut trouver des renforts et on peut trouver les moyens de nouvelles conquêtes demain. Je crois que les Français sont prêts à l'entendre, ils en ont eu conscience, on l'évoquait en plein cœur de la crise, sur l'engagement des fonctionnaires de l'ensemble des versants de la fonction publique. Donc c'est à nous désormais de mener la bataille avec des propositions concrètes et faire la démonstration que la fonction publique, le service public, ce n'est pas seulement une dépense, c'est un investissement, et effectivement ça rapporte. Et à la fin, quand on regarde et quand on compte les prix entre le coût d'un service public, d'une politique publique déployée par le service public et déployée par le privé, effectivement, on voit très bien que le plus efficace, c'est le service public, parce qu'il n'y a pas ces enjeux de marge, de profitabilité et de marge à deux chiffres. Et donc, assumons ce cap de progrès, assumons d'aller ensemble vers un avenir meilleur, et c'est aussi, évidemment, tout ce qu'on va porter tous ensemble. Bon, on entend que du coup moderniser, ce serait quelque part développer aussi le service public. Pour ça, donc il y avait ce que j'ai entendu un petit peu en filigrane dans votre intervention, Marie-Lise de Branchou, peut-être la nécessité de repenser les recettes, peut-être aussi la nécessité d'une réforme fiscale. Par quel biais ça pourrait passer, comment on finance ce développement du D'abord, je rejoins ce qui a été dit, la fonction publique, elle est moderne. Et moi, je suis toujours extrêmement en colère, parce que j'ai eu la chance, quand j'étais ministre de la fonction publique, d'être invitée dans des tas de pays où on me demandait comment fonctionnait notre service public, comment on avait réussi cette performance. Et j'allais expliquer à d'autres gouvernements à quel point c'était moderne. Et chez moi, j'ai entendu, c'est comme ça que je suis sortie du gouvernement, quelqu'un qui est devenu président de la République depuis, dire le statut de la fonction publique que c'est archaïque. Donc, une fois qu'on a dit ça, sur ce combat-là, je pense qu'on peut être clair, on peut même trouver à gauche une sorte de manifeste sur la modernisation, sur ce qu'est une fonction publique moderne. Mais aujourd'hui, vous n'entendez effectivement parler que de dépenses, et je prends l'exemple de la fonction publique territoriale. Quand on dit qu'il n'y aura plus de taxes d'habitation, tout le monde dit bravo, y compris ceux qui ne la payent pas, parce que 4%, on ne payait de taxes d'habitation que si ça équivalait à 4% de son revenu, et il y a beaucoup de gens qui ne la payaient pas, donc les gens les plus modestes dans leur revenu ne la payaient pas. Il y a une sorte d'applaudissement général, jusqu'au jour où moi je me suis permis de faire une petite réunion publique dans mon coin en disant bon d'accord, on ne paye plus les taxes d'habitation, alors on fait quoi? On ferme quoi? On ferme les garderies de soins, on ferme l'accueil de la petite enfance le mercredi, le samedi matin. Qu'est-ce qu'on ferme? Et là, effectivement, ça fait un choc. Pourquoi? Parce que le petit refrain dont je parlais tout à l'heure de dépenses publiques, alors vous prenez, ne l'achetez pas surtout, hein.
Et vous prenez l'édito du Point que j'ai trouvé à la gare, vous avez un François-Olivier Gisbert qui parle du délire de la dépense publique. Du délire. Donc je crois que si nous ne parlons pas de la recette, de la justice fiscale, du fait qu'aujourd'hui, la taxe d'habitation devrait encore être payée par tous les gens qui le peuvent, eh bien, si on ne fait pas ça, si on ne parle pas de recettes, un certain nombre de communautés de communes, de communautés d'agglos et peut-être même des métropoles vont se retrouver à un moment dans une impasse. Parce que le gouvernement a dit quoi? Il va figer la taxe d'habitation à l'année N. Mais si vous avez une population supplémentaire, vous n'aurez pas de ressources supplémentaires. Donc, moi je reste persuadée qu'il faut parler modernité, bien évidemment, et ressources, et dire carrément à une population, on est prêt à payer quoi pour avoir une école, pour que tous les enfants aient les mêmes chances, pour qu'il y ait une vraie égalité et pour qu'on soit protégé en termes de vie, comme je disais tout à l'heure. Et ça, on ne le fait pas suffisamment. Et en particulier, je reste persuadée, moi, qu'il faut aller loin, à gauche. La taxe d'habitation devrait être payée en fonction des revenus des personnes. Tant qu'on n'aura pas une fiscalité juste, locale, en fonction des revenus des personnes, et pas en fonction de la taille de la maison, eh bien, on aura des problèmes de rémunération de notre fonction publique, parce qu'ils sont mal payés. Et je voudrais citer un exemple que j'ai trouvé ailleurs que dans la fonction publique sur la fin du statut. SNCF. À Plouaret-Trégor, cette année, pendant 4 mois, il n'y avait personne pour ouvrir et fermer la gare parce qu'il n'y a plus de statut. Et comme c'est payé au SMIC plus 0,3%, il n'y avait plus de personnes prêtes à s'engager en se disant j'aurai une carrière. Là, il n'y a plus la perspective de la carrière. Et donc, ce qui s'est passé à la SNCF, qui se passe en ce moment à la SNCF, peut se passer dans la fonction publique sur des emplois essentiels. Et j'ajoute que la modernité de la fonction publique, c'est la formation de nos agents. Nos agents sont compétents. Et je crois que moi j'ai eu une chance quand j'étais maire, c'est de démontrer, de répondre à un appel d'offres sur la cuisine centrale. On a répondu de la même façon que le privé. On s'est répondu à nous-mêmes. Et quand on s'est répondu à nous-mêmes, on a gagné à quelques centimes près. Pourquoi? Parce que la différence entre le service public et la concession qu'on allait éventuellement faire à un privé, c'est la distribution des dividendes. Nous, il n'y a pas de dividendes. Il n'y a pas de gens qui sont derrière en disant ben, moi je veux récupérer un rendement à 2 chiffres. Donc la modernité, c'est le fait qu'il n'y ait pas de dividendes. Et quand il n'y a pas de dividendes, on est à un coût juste avec des gens qui sont compétents et payés justement. Et c'est ça, je pense, qui est la plus grande des modernités. Alors, je sais pas, Natacha Pommet, Jean-Marc Canon, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette question-là? Ce serait quoi une fonction publique moderne, en quelques mots? Et moi, je tenais surtout à préciser que le statut de la fonction publique est quelque chose, au contraire, de très moderne. Dès l'instant que nous sommes porteurs de progrès social, de garanties collectives et de droits pour les salariés, c'est forcément moderne. Et le statut de 46 pour la fonction publique d'État et de 82, 83, 84 pour les 2 autres versants de la fonction publique, la territoriale et la santé, c'était au contraire porteur de progrès social, puisque dès l'instant qu'on apporte des garanties aux fonctionnaires, et que notamment dans la territoriale, ils ne sont plus soumis, et ça va parler aux territoriaux, qui ne sont plus soumis aux ordres, aux volontés, aux desiderata de l'élu, mais qu'ils sont bien protégés par un statut, et comme le disait Jean-Marc tout à l'heure, par la possibilité de ne pas obéir à un ordre manifestement illégal. Parce que quand on parle de clientélisme, et on l'a vu notamment dans des villes gérées par l'extrême droite, quand il y a des maires qui, avec des caprices, veulent accorder un service public à un, mais pas à l'autre, parce qu'il n'a pas forcément la bonne couleur de peau ou le bon nom, ben voilà, le fonctionnaire, il est là, il est protégé pour garantir un service public égal à tous. Et c'est
C'est bien pour ça que les fonctionnaires se battent aujourd'hui pour sauvegarder leur statut, parce que nous savons pertinemment et nous sommes attachés aux missions de service public, et nous savons pertinemment que la loi de transformation de la fonction publique, mais d'autres lois, puisque Jean-Marc le disait tout à l'heure, le statut n'a cessé d'être attaqué depuis qu'il existe, petit à petit grignote ses protections et ses garanties collectives. Et quand les fonctionnaires se battent pour la sauvegarde de leur statut, ils ne se battent pas uniquement pour eux-mêmes, mais bien pour l'intégralité de la population. Donc, nous sommes convaincus que ce statut était très moderne quand il a été adopté par le Parlement, qu'il reste très moderne, et bien entendu, comme l'a développé Mireille, les fonctionnaires savent bien que pour rendre le service public au quotidien auprès des populations, mais il faut s'adapter aux populations, au vieillissement de la population, mais également aux gardes d'enfants, enfin je ne sais, tous les nouveaux besoins. Et pour ça, quoi de mieux que des fonctionnaires protégés, garants des lois, du respect des lois et de l'égal accès au service public sur tout le territoire et quelle que soit la personne à qui on doit le rendre. Voilà, donc ça vraiment c'est résolument moderne et il faut le conserver. Merci. Alors Jean-Marc Canon, et puis après on prendra quelques questions. Il y a un micro qui se balade dans la salle. Voilà. Oui, non, mais je vais être très rapide du coup parce que mes camarades et amis ont déjà dit beaucoup de choses, et notamment sur le fait que penser qu'il faut moderniser la fonction publique, ça serait déjà inféré en nous qu'elle n'est pas moderne. Or, je crois que déjà, ce débat, il est biaisé en tant que tel. Que la fonction publique, elle s'adapte aux enjeux contemporains, bien sûr. C'est pas la CGT qui va demander qu'on recrée un ministère de l'Information pour mettre l'information aux ordres du gouvernement. Ça, c'était Sarkozy, éventuellement, qui voulait ça. Je ne sais pas s'il était moderne. Donc, bien entendu, on doit s'adapter aux besoins contemporains, et encore une fois, la fonction publique, elle doit évoluer. Personne, en tout cas, c'est pas la CGT, encore une fois, qu'on trouvera des ennemis d'évolution, mais voilà. Et donc, moi, je veux simplement dire, j'insiste là-dessus parce que dans le débat, il y a une façon de poser les problèmes qui déjà aiguille, etc. Moi, par exemple, je considère qu'il faut refuser le terme dépenses obligatoires. Un des sujets de la fonction publique, c'est quels sont les moyens de son fonctionnement. Or, moi, je dis que les dépenses obligatoires, c'est déjà un terme qu'il faut balayer, qui n'est pas un terme adapté. Parce que quand on pense des dépenses obligatoires, on nous vend une image de gens strangulés, qui croulent sur les impôts, les machins, etc., etc. Mais c'est tout à fait inexact. Et est-ce que l'exemple qu'on veut, c'est l'Amérique, où effectivement, par exemple, la santé, ce ne sont pas des dépenses mutualisées, mais ce sont des gens qui doivent obliger se payer tout seuls, et même quand ils n'ont pas le moyen, ils ne peuvent pas. Leur objectif, pour se protéger au niveau de la santé. C'est ça la modernité? C'est ça l'avenir qu'on souhaite pour notre pays, la France, etc. Ben moi non, j'assume effectivement qu'il y ait des cotisations sociales, j'assume effectivement qu'on ait des contraintes mutualisées, socialisées qui soient mises en place pour le bien de tous et pour l'émancipation. Moi, je ne souhaite pas devenir les États-Unis avec le système de santé des États-Unis. Est-ce qu'on va aller dans des pays où il n'y a pas de justice, où quand le gouvernement décide, etc., il n'y a pas de loi, il n'y a pas, etc. C'est ça qu'on veut? Ben non. Moi, je suis pour une justice forte, indépendante et qui dise des choses, et pour ça, il faut des fonctionnaires indépendants et neutres, etc. Donc, je dis ça parce que moi, j'en ai marre de me laisser enfermer dans un débat où ceux d'en face nous enferment dans des problématiques où déjà, ils induisent ceux qui veulent arriver. Voilà. Après, encore une fois, il faut qu'on en discute. Il faut aussi qu'on donne l'idée, c'est tout le boulot qu'on fait d'ailleurs au niveau intersyndical aujourd'hui, je m'en félicite, de voir qu'on est force de proposition. Oui, les syndicats, ils ont des propositions pour améliorer le service public, pour améliorer l'intérêt général. Il y a des choses à changer. Ça a été évoqué, il y a des services publics à créer, on est toujours en train de nous dire qu'il faut privatiser, mais nom de Dieu, il y a des besoins nouveaux dans cette société qui ne sont pas pris en charge, qu'il faut prendre en charge. Oui, il y a des choses à changer, à améliorer, mais pas améliorer pour moi, ce n'est pas dans un seul sens, la privatisation, la rétrocession privée, et faire en sorte que finalement, il ne reste de la fonction publique que ceux qui serviront les intérêts du patronat. Moi, j'ai un autre espoir pour la France, et je crois que sur cette base-là, il faut que nous soyons un arc important pour contrecarrer ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ou ceux qui pourraient venir demain. Voilà, donc on va passer aux échanges avec le public. 1, 2, c'est bon, tout le monde entend. Salut les camarades. Bon, Aurélien, je suis des services publics de la ville de Lyon. Voilà. Nous, en ce moment, on est en grève, on est en train de se battre contre les collectivités, notamment sur cette question des 1607 heures. Alors, on a beau se dire que c'est une collectivité progressiste, machin, enfin, elle est aussi progressiste que moi, je suis curé. Enfin, ça dépend, mais voilà. Je suis pas très curé du tout. Juste, il faut quand même venir un peu à la genèse de tout ça. C'est qu'avant
Et si ça existe, ça c'est CAP 2022. Il faut se rendre compte de ce que c'est. En gros, c'est des mecs, ils se sont réunis, ils ont dit comment est-ce qu'on va moderniser la fonction publique. Et la modernisation de la fonction publique, il y a plein de choses dedans. Il y a plein de choses. C'est-à-dire que déjà, ceux qui veulent moderniser la fonction publique, il y a le patron des 440, il y a des mecs qui étaient fait Obamacare, des startups et compagnie et machin. Il y a plein de gens dont le seul objectif c'est de récupérer tout le pognon qui manquait pour le capital qui était dans la fonction publique et qui eux vont bien le garder. Et c'est ça l'objectif de la rénovation de la fonction publique. Donc, après, derrière, il y a aussi autre chose. Il y a aussi, il faut économiser 3 points de PIB sur les dépenses publiques. Bah, évidemment, c'est les fonctionnaires qui ont payé en premier. Et en plus, quand les fonctionnaires légaux ont un peu une possibilité d'arriver à avoir une variable d'ajustement, quand un fonctionnaire territorial, la variable d'ajustement, c'est. Il y a une mauvaise proposition. J'ai rien beaucoup vu de la socialiste, mais quand finalement la baisse de l'augmentation des effets positifs, qui avait commencé avec ça, il y a plus de Hollande et si on fait en sorte qu'on impose un pourcentage ça donne par rapport au profit, on ne peut pas non plus trop payer les fonctionnaires, on ne peut pas trop les augmenter. Comment ils appellent ça? Si jamais la contractualisation avec les préfectures, voilà, les collectivités étaient contractualisées et que si elles dépassaient un certain nombre d'augmentations, du coup elles étaient contraintes par les préfectures à rembourser ce qu'on leur avait expliqué sur notamment, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, la taxe d'habitation. La taxe d'habitation est progressive. C'est évident. Je suis payé 1200 ou 1300 balles par mois et je suis content de payer les impôts, parce que quand je paye les impôts, c'est les écoles, c'est les routes, c'est le service public. Et je suis pas pour développer le service public. Et je paye les impôts. Mais je suis Auchan qui va payer les impôts. Parce que Auchan va payer moins de moi. Et là, il y a un vrai problème. Et je vais s'attaquer à Auchan et voilà. Donc ça, c'est mon premier truc. Juste, j'en profite. Donc, dans la transformation de la fonction publique, il y a aussi d'autres choses. Voilà. Mais si on revient sur ce qui est CAP 2022, c'est vraiment un truc qui est super intéressant. Nous, la ville de Lyon, on est en lutte aujourd'hui. On est en lutte parce que non seulement ils font en sorte qu'on va travailler plus, qu'on travaille plus, mais très bien, ils nous enlèvent des jours, etc., en faisant en sorte que, en disant, vous avez vu, les fonctionnaires, c'est des lentilles, etc. Non, on n'est pas des lentilles. Parce que pendant que le confinement, qui est-ce qui a tout le pays? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ramasse les poubelles? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on s'occupe de nos anciens? Et c'est les fonctionnaires. C'est-à-dire que les fonctionnaires, on est bien contents de les trouver quand ils sont là. Mais on est en train de les éloigner. Et notamment, justement, avec ce truc de CAP 2022, on fait les préfectures, on a séparé l'usager avec le numérique. C'est vraiment. Oui, non, j'ai pas de question, c'est juste une réflexion. Ma réflexion, c'est qu'aujourd'hui, on est dans ce truc-là. Aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est que les collectivités qui se veulent progressives, tout ensemble, elles se battent. Parce que la ville de Lyon, c'est une collectivité qui veut progressive. Notre adjoint, c'est un adjoint du personnel qui est de la France insoumise. Et donc, du coup, si tous les mecs là, qui étaient progressistes, qui se battaient ensemble pour faire en sorte que ces trucs-là, ça se passe pas, ils auraient un pouvoir sur l'État. Ils diraient non, nous, on n'accepte pas ça. Et donc, moi, ce que je veux, ça, c'est un appel que je fais. C'est un appel de grévistes, c'est un appel de mecs qui gardent du pognon tous les jours. C'est battez-vous pour nous, pour faire en sorte que vous ayez un pouvoir sur les collectivités. Non, mais voilà, excusez-moi. Oui, bonjour. Moi, je suis fonctionnaire au ministère de la Culture. Jean-Marc, bonjour. Marie-Lise, bon, on est entre nous, entre deux gens de gauche. Gisbert, il est bien gentil, mais l'État met combien dans la presse? L'État subventionne à quelle hauteur pour la presse? Oui, pour la presse. Parce que Le Point, moi je peux vous dire que je leur envoie des subventions. Donc là, la dette publique, il n'en a rien à foutre, j'espère. Bon, alors maintenant je vais parler de la rémunération des fonctionnaires. En mai 2016, il y a eu un décret. Avant, quand on avait une promotion de grade et tout ça, on était promu à un indice égal ou immédiatement supérieur
en conservant son ancienneté conservée. Maintenant, c'est un indice égal ou immédiatement supérieur, mais on applique 25% de l'ancienneté conservée. Par contre, on a augmenté les IFSE. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Excusez-moi, vous êtes en fonction publique, vous connaissez les termes, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est pas valable pour la retraite. Alors maintenant, je vais revenir sur les retraites, sur le futur retraite des fonctionnaires. La fameuse retraite, la RAF, 2,5, 1 euro multiplié par 1. En 2001, 1 euro multiplié par un coefficient de 0,70. Ça fait 1 multiplié par la retraite à 0,0412 centimes. Bravo à la retraite des fonctionnaires. Et là, en parlant des promotions et tout, c'est clair et net. Le gouvernement Hollande, pardon, il y avait Manu qui était aux finances, le gouvernement Hollande, c'est ça. Ils ne veulent plus payer de retraite aux fonctionnaires, surtout qu'elles ne sont plus revalorisées. Le point d'indice n'est pas revalorisé, donc les retraites, on ne les revalorise pas. Alors là, je veux bien qu'on parle de mon système de retraite. Et moi, j'ai une femme qui est en retraite depuis le 1er juillet. Elle a eu une prime de l'État à la retraite. C'est à 5 chiffres. Moi, j'ai que les yeux pour toi. Alors, malheureusement, nous, à la culture, on a un ministère, à part les musées, qui ne bouge pas. Et on parle de réconciliation. À la culture, c'est plus de 50% de contractuels. Et cette politique-là date depuis les années 80. Peut-être prendre encore une ou deux interventions avant de vous faire réagir. Si vous arrivez à être bref et concis, ce serait très apprécié. Moi, c'est Pierre, du comité des prêts d'emploi et précaires. On m'a promis ces questions. Depuis 2007, à la RGPP, on a supprimé plein d'emplois dans la fonction publique. Est-ce que là, on a un chiffre un peu global de ce qui se présente? Et puis sur les 1607 heures, moi, ce que j'avais compris, c'est que ça correspondait à une augmentation du temps de travail de 35 à 42 heures par agent par an. Et ça, c'est pareil, en termes de volume d'emploi, alors qu'à Pôle emploi, il n'y a jamais eu autant d'inscrits, combien de volume ça représente. Sur une question pour Mireille, tu as beaucoup parlé de la santé, et c'est quel lien la CGT, notamment la Fédération de la santé, elle fait entre la revendication d'un grand service public de la santé et de l'action sociale et le lien avec l'industrie, surtout dans un temps où on voit là que le patronat liquide l'industrie, que ce soit Luxfer ou Peter Serge Chemical. C'est quelle articulation on fait entre l'industrie et ce grand service du public de la santé? Et justement, pour préciser les choses, parce que pôle public de la santé, ça veut dire qu'il y a un pôle positif et un pôle négatif. Est-ce que ça veut dire que pôle public, ça veut dire aussi encore l'existence d'un pôle privé de la santé, ce qui est pour moi inacceptable, puisque la santé ne devrait pas être une marchandise. Et enfin, pour Jean-Marc, tu as beaucoup parlé du coup du statut de la fonction publique, du sens, et y compris en mettant quand même dans le cœur le travail, quoi, et la possibilité de réfléchir sur son travail. Est-ce que du coup, pour toi, le sens que tu mets derrière le statut de la fonction publique, ça ne se rapprocherait pas un peu du nouveau statut du travail salarié, par exemple, qui est en train de défendre la CGT? Voilà. Une dernière intervention, et puis Oui, bonjour. J'avais juste deux petites questions. Je suis syndicaliste et cadre dans la fonction publique territoriale. Alors, plusieurs intervenants ont parlé de la loi de transformation de la fonction publique de 2019. Il y a une disposition dans cette loi, il y a les 1607 heures, on en a déjà parlé. Il y a une disposition dans cette loi qui est l'article 56, alors qui n'est pas l'initiative du gouvernement, ce truc-là. C'est un machin qui a été inventé, alors à mon avis, dans les bureaux de l'Association des maires de France, et que les élus locaux au Sénat, parce que même s'ils ne peuvent plus être maires, il y a beaucoup d'élus locaux au Sénat, ont introduit dans la loi.
Et c'est une disposition qui met en cause le droit de grève dans la fonction publique territoriale. À mon sens, c'est une disposition extrêmement grave que la CGT et d'autres organisations ont dénoncé au moment de l'apparition de la loi. Là où j'ai un petit problème, et c'est ma question, c'est quand même les grandes villes qui l'ont mise en œuvre aujourd'hui. C'est, on a peut-être que je ne connais pas, mais celle que je connais, c'est Rennes, c'est Marseille, c'est Montpellier, et à Lyon, Montpellier, oui, on les assène dans les écoles. Il y a quand même un souci politique, vous voyez ce que je veux dire? Moi j'habite dans les Alpes-Maritimes, Estrosi évidemment, nous on a nos camarades de la sécurité d'Amérique Nice l'ont chopé dès le départ, et il nous a dit non vous inquiétez pas, je ne vais pas le faire. Mais de quoi le syndicat CGT à Nice il a l'air de monter sur Estrosi et d'être non? Est-ce qu'il se barre en face? Donc est-ce que ça pose pas un petit souci politique quelque part? Voilà, c'est ma question. Voilà. Deuxième petite question. Sur la question du financement, et je dirais le financement de l'action publique, on a parlé, et Marie-Lise Lebranchu a très bien rappelé la question de la taxe d'habitation avec des conséquences, mais est-ce qu'on doit se limiter à la question de la fiscalité au ménage? Est-ce qu'il n'y a pas, et Aurélien en a parlé aussi, la question quand même de la fiscalité des entreprises et du capital, parce que depuis la disparition de l'ATP, il y a quand même eu, regarde, il y a une disparition quasi totale à travers différents phénomènes de cette fiscalité-là quand même. Donc on a une vraie question. Et corollaire aussi, c'est la question de la dette. Parce que moi je suis bien dans une collectivité locale, j'ai géré le budget de cette collectivité, et la caractéristique quand même, c'est le poids de la dette. Et je ne parle pas du capital, je parle des intérêts, de ce qu'on paie dans la section de fonctionnement, donc qui pèse directement sur les services. Vous voyez et ça aujourd'hui, on paye aux banques. Les collectivités locales payent des milliards et des milliards aujourd'hui aux banques. Ça pose une question. Et à mon sens, on doit se poser la question de la dette des collectivités locales de la même manière qu'on se pose la question de la dette pour les pays en voie de développement et avec la question comment ça pèse aujourd'hui sur le service public. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette question du financement? Je vais rebondir directement sur cette question-là de la question fiscale. Alors, est-ce que quand on... Effectivement, quand je pensais réforme fiscale, je pensais aussi plus largement, pas uniquement sur la question fiscale locale, mais effectivement les entreprises, quel rôle, le privé, comment on le fait participer à l'effort national. Effectivement, je voulais notamment rebondir sur les propos du premier camarade qui évoquait beaucoup d'enjeux dans son intervention. C'était pas vraiment des questions, mais je vais essayer d'apporter quand même des réponses, en tout cas des pistes d'échanges et de propositions sur cette question en fait essentielle de comment on finance le service public du XXIe siècle. Et je crois que tu as pointé du doigt le vrai sujet, c'est qu'évidemment il faut qu'on parle de la fiscalité des ménages. Il faut que cette fiscalité soit plus juste, qu'elle prenne en compte toutes les facettes de la vie aujourd'hui, évidemment les revenus, le prix aussi du loyer, parce que si on a plus de revenus, mais que tout notre revenu part dans les loyers, comme en région parisienne, effectivement, peut-être qu'il faut se poser aussi la question de comment on prend en compte tous ces sujets. Mais le nerf de la guerre, c'est la fiscalité et c'est le coût du capital. C'est ça la vraie question. Aujourd'hui, quand un petit entrepreneur ou un entrepreneur moyen paye 35 à 40% de cotisation, c'est une bonne chose, évidemment qu'il faut qu'il le fasse. Mais qu'à côté, les entreprises du CAC 40 payent un taux marginal d'imposition de 8%, voire moins, grâce à toutes leurs facultés d'optimisation, d'évasion fiscale, des paradis fiscaux, là se situe le problème. Et tant qu'on ne s'attaquera pas au coût du capital, on n'aura pas résolu le sujet des recettes, justement pour financer le service public. Et là, des leviers, il y en a plein.
Il y a la question évidemment de revalorisation de l'imposition du capital, il y a la question de la lutte contre l'évasion fiscale, il y a la question d'une véritable lutte volontaire contre les paradis fiscaux. Cela nécessite évidemment une législation forte, mais cela nécessite aussi des embauches dans un certain nombre de services publics pour qu'on ait les moyens humains d'aller les chercher, ces gens-là, et d'aller leur demander de payer. Donc je partage totalement que la question évidemment des recettes est essentielle. Il faut qu'on mène cette bataille tous ensemble. Et ça fera partie des propositions évidemment que le Parti communiste français met d'ores et déjà sur la table lors de ces élections présidentielles, législatives. Mais plus globalement, je pense que c'est un sujet qui ne concerne pas que les organisations politiques. Et là-dessus, peut-être que je partage un peu moins ce que disait le camarade. Battez-vous pour nous. Non, battons-nous ensemble pour nous-mêmes. Ne déléguons pas là aux élus ou là aux représentants de telle ou telle organisation ce combat-là. Il n'y a que, évidemment, main dans la main d'un mouvement social fort, des positions politiques fortes avec nos élus locaux partout dans les territoires, on arrivera, je pense, à élever un rapport de force nécessaire pour les faire enfin reculer. Oui. Rapidement, effectivement, moi on parlait des dotations, donc je vais aller en désordre. Dotation globale de fonctionnement de l'État vers les collectivités locales. Moi j'ai eu un échec cuisant, j'ai proposé une réforme pour que la dotation devienne juste. Elle est injuste. Elle est injuste parce que depuis des années, on cherche des critères. Donc il y a eu à un moment donné, le critère majeur, c'était l'industrie. Donc il y a des communes, dont celle d'ailleurs d'Olivier Dussopt, qui ont été autrefois industrielles et qui ont du coup une grosse dotation globale de fonctionnement. Vous en avez ici, tout autour de vous, des communes qui ont des dotations globales de fonctionnement très très faibles. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas en compte le revenu moyen par habitant. Donc cette réforme, elle a été votée mais pas appliquée. Donc le Premier ministre, sur pression d'un certain nombre d'élus, de gauche quand même, il faut le savoir, c'est vrai, on dit on va attendre un an parce qu'il y a des communes qui perdent, et non, t'en faisais partie, il faut savoir comment on peut compenser la perte. Sauf qu'aujourd'hui, le gouvernement a changé, la réforme n'a pas été appliquée du tout, donc la taxe, le versement est toujours extrêmement injuste. Et un enfant qui naît ici, ou qui naît là, ou qui naît là-bas, n'a pas les mêmes chances. Et ça, c'est quand même dramatique. Dans un pays qui porte le service public et le droit à l'égalité, c'est dramatique de savoir que ici vous allez avoir la culture, là vous n'en aurez pas, ici vous allez avoir un accompagnement au devoir le soir, là vous n'en aurez pas parce que la dotation globale de fonctionnement est injuste et plus les villes sont riches et plus elles en perçoivent. Donc on a un énorme challenge, une énorme bagarre, une lutte à mener pour que la dotation soit juste et que l'enfant qui naît ici, qui naît là, ait vraiment les mêmes chances, ce qui n'est pas vrai. Donc moi c'est vraiment un combat que je regrette d'avoir perdu quand le gouvernement a changé, et parce que aussi les élus locaux n'ont pas su dire oui, moi c'est vrai, je suis plus doté que la Seine-Saint-Denis, donc je vais baisser de 0,3%. Il y a un moment où c'est trop dur à dire à une population. Bref, il y a à revoir ce système de dotation, la fiscalité bien évidemment. Quand on a supprimé la taxe professionnelle, c'est parce que c'est un impôt a priori. Je reste convaincu que si on fait une vraie réforme fiscale, il faut qu'il y ait une part de l'impôt sur les sociétés qui soit reversée aux communes en fonction de ce qu'elles sont, de leur nomenclature. C'est facile à faire. C'est facile à faire. C'est plus dur de faire le prélèvement à la source et la fonction publique a réussi. Donc c'est facile à faire. Je pense que s'il n'y a pas ces réformes-là, à chaque fois, ce sont les territoriaux qui vont devenir la variable d'ajustement, encore plus que la fonction publique d'État. Et enfin, sur la modernisation, sur ce qui a été dit sur les retraites, je partage, sur le système de primes, mais j'ai envie de vous dire de façon très impolie, mais bordel, quand est-ce qu'un syndicat va dire qu'il faut que les primes soient égales entre tous les ministères? Celui de l'environnement est surdoté, juste après Bercy, celui de la culture est complètement sous-doté, et je suis désolée, mais là aussi, au niveau syndical, il y a un combat à mener, c'est est-ce qu'on est d'accord ou pas de faire cette réforme-là. Et moi, je pense qu'elle est difficile. Jean-Marc et moi, quand on ne s'appelait pas par nos prénoms, on s'est un peu frotté sur ce sujet, mais c'est un grand sujet, un grand sujet. Et j'en termine sur la modernité.
il y a quelque chose qui se passe et qui est dramatique. La fonction publique hospitalière en est la victime. L'organisation, quand on est passé des ARH aux ARS, les ARS sont là pour faire des économies, les directeurs d'hôpitaux ont peur de déplaire aux ARS, et du coup les directeurs ne remontent pas la réalité des besoins, et on est dans un système absurde aujourd'hui, où cette espèce de pyramide de celui qui décide ne connaît pas les territoires. Et je pense que là, la modernisation de l'action publique, c'est arrêter un système d'organisation pyramidale qui fait que ceux qui prennent la décision ne connaissent pas la réalité du terrain. Peut-être rapidement, parce qu'il y avait quelques questions qui étaient directement adressées à Mireille Stivala sur la question du pôle public de la santé, quelle place pour le privé, et puis dans les luttes, donc quel lien avec l'industrie. Déjà, la CGT, on dit que la santé, ce n'est pas une marchandise. Juste un mot, parce qu'on a un élu local de gauche, communiste en plus. Il faut que tu plaides pour que le revenu moyen par habitant soit un des critères de soutien de la dotation. Oui, à la CGT, mais surtout dans notre fédération, quand les salariés sont en lutte, ils ont un slogan qui est « La santé n'est pas une marchandise, mais elle n'a pas de prix ». Elle n'a pas de prix. Et c'est pour ça que, en tout cas, la CGT, et notamment sur ce que doit être le socle, en tout cas pour nous, en termes de prise en charge pour la population, c'est la fonction publique hospitalière. C'est d'abord ce socle que nous considérons le plus important parce que, effectivement, c'est des agents qui rendent un service, et un service sous une forme de gratuité. Je ne développe pas parce que malheureusement, là aussi, on pourrait en discuter. Mais on a d'autres aussi établissements qui agissent dans notre pays, c'est le monde privé associatif à but non lucratif, qui participent. Et là aussi, nous considérons qu'ils ont leur place dans le dispositif. Par contre, les établissements du privé lucratif, nous pensons qu'ils n'ont rien à faire dans la prise en charge de la santé et de l'action sociale. Pourquoi? Parce que là, ça remet en question justement la question du capital. On a des entreprises qui font de l'argent sur la santé, avec des actionnaires qui réfléchissent en termes de rentabilité. Donc là, on est très clair, en tout cas, et on a un système particulier parce qu'en France, on a fait 3 types d'établissements. D'autres pays n'ont pas ce type de choix. Voilà, ils ont mis de côté, en tout cas, dans une marge très importante, le système lucratif. En France, le système lucratif est en plein développement. On a à s'inquiéter de ça parce qu'on sent bien le glissement sur un secteur privé. On est pour le développement du service public de la fonction publique hospitalière et de l'associatif non lucratif, mais vraiment pour que le système lucratif disparaisse dans notre pays. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est des grands groupes d'ailleurs qui s'attaquent beaucoup à leur grille et notamment à toutes les structures pour les personnes âgées parce que derrière, il y a un intérêt pour eux, en tout cas, de se faire de l'argent. Ça, c'est la première revendication qu'on revendique depuis un moment. Et quand on parle de santé, on parle aussi d'action sociale. Voilà, c'est-à-dire santé et action sociale, parce que l'action sociale fait aussi partie de la santé des citoyens. Oui, c'est très important en tout cas qu'on se batte aujourd'hui et certains l'ont dit, et Jean-Marc l'a dit fortement, parce que sinon effectivement on arrive dans un système qui va nous emmener à une prise en charge restante pour toute la population de manière plus importante. Et ça aussi, ça vaut pour tous les services publics. Quand on parle effectivement des moyens alloués aux services publics, et des impôts qu'il faut soulever pour justement pouvoir les financer, bah derrière il faut aussi dire aux citoyens que moins d'impôts finalement sont synonymes, je raccourcis certes le trait, aussi de services publics et derrière de reste à charge la plus importante. Concernant le lien qu'on a à faire nous dans la santé avec le secteur industriel, et je pense que tu parles de ce secteur industriel mais aussi de la chimie, c'est effectivement dans la crise sanitaire, plus que jamais, on a dû interpeller à plusieurs reprises le gouvernement pour réindustrialiser notre pays sur des activités qu'on maîtrisait, qu'on avait encore et on a même défendu qu'elles restent dans notre pays, notamment effectivement l'oxygène, mais pas que l'oxygène, la fabrication de masques et après toutes les molécules chimiques de beaucoup de médicaments dont ni notre pays ni l'Europe ne sont producteurs, ce qui est quand même
une forme de dépendance totale. Et vous avez bien vu que pendant la crise sanitaire, à un moment donné, on était pratiquement presque en rupture de certaines molécules médicamenteuses de manière assez importante, et qui sont des médicaments qu'on avait besoin pour soulager les patients. Et donc oui, on a interpellé toute notre organisation et plus largement des acteurs sur ces questions-là. On a fait un courrier justement pour demander précisément que le gouvernement s'engage dans cette réindustrialisation. Et d'ailleurs, vous voyez qu'aujourd'hui, malheureusement, pour l'instant, on ne voit pas encore grand-chose pointer. Donc ça, il y a une urgence vitale, je pense. Il faut qu'on continue à se battre. Et derrière, il y a aussi, et là je vous le dis, on est les uns et les autres ici dans cette salle, signataires aussi on n'est pas que signataire de la pétition, on est aussi à l'initiative de cette pétition qui est pas de profit sur la pandémie pour la demande d'élever des brevets des vaccins, mais derrière aussi pour un pôle de santé publique qui se développe. Et donc je vous invite massivement à continuer à signer parce que c'est important justement parce qu'elle pose ces questions-là, ce que tu évoquais tout à l'heure. Alors peut-être très rapidement, parce que là on arrive à la fin du débat, mais sur les derniers questionnements, il y avait notamment la question du lien avec le chômage, le fait que les 1607 heures, etc., ça supprime encore de l'emploi. Et puis aussi, je pense, la question du droit de grève dont on n'a pas parlé tout à l'heure, mais qui effectivement fait partie des attaques que subissent notamment les fonctionnaires territoriaux. Peut-être Natacha. Oui, alors, très rapidement pour répondre sur les 1607 heures, le gouvernement a fait un calcul très simple, parce qu'il est surtout sur le calcul papier, non pas sur la réalité des faits. Macron avait annoncé vouloir supprimer 70 000 emplois dans la fonction publique territoriale, en augmentant le temps de travail moyen dans la fonction publique territoriale. Mécaniquement, on supprimerait entre 50 et 54 000 postes. Mais ça, c'est sur le papier. Dans les faits, c'est surtout supprimer des postes statutaires et les remplacer par des contractuels, des saisonniers, bref, des précaires. Je ne vais pas développer parce que je veux par contre développer sur l'attaque du droit de grève, et je remercie ces deux interventions. Il est effectivement assez troublant que ce soit des communes progressistes avec un large spectre politique qui était une démarche plutôt intéressante au moment des élections municipales, qui se soit attaqué en premier au droit de grève. Alors, droit de grève, et je remercie le camarade Denise d'avoir rappelé l'origine. C'est une attaque qui a été introduite par les sénateurs. Donc les sénateurs, pour bien préciser, ce sont nos patrons, puisque les sénateurs, ce sont des élus locaux. Donc ce sont nos patrons et qui se sont autorisés dans le cadre de cette loi de la transformation de la fonction publique à dire tiens, si on inventait un service minimum dans la fonction publique territoriale. Et c'est une véritable attaque au droit de grève. Et je le dis là aujourd'hui, et je me fais pour cela la porte-parole de toutes mes camarades CGT, nous pouvons et nous sommes particulièrement choqués quand des élus qui se réclament des forces progressistes s'abstiennent et ne s'opposent pas en votant contre la mise en place du service minimum dans la fonction publique territoriale. Et je pense du coup qu'il y a véritablement de vrais liens qui doivent se faire entre les syndicalistes, entre les élus politiques qui à un moment, certes, chacun doit assumer la place à laquelle il est, mais à un moment, il y a un courage politique dont nous devons tous faire preuve. Et quand aujourd'hui, nous voyons des syndicalistes perdre, bien entendu, de l'argent parce qu'ils font grève, mais être aussi attaqués, être aussi discriminés pour leur action syndicale dans des mairies progressistes, dans des départements progressistes, dans des régions progressistes, oui, ça me pose question. Donc je vais vous dire dès aujourd'hui, il y a un débat sur les élections présidentielles l'année prochaine. Je pense qu'il est temps qu'on ait ce débat et qu'on se dise les choses franchement. Merci beaucoup. Du coup, le débat se termine. Merci à tous. Merci. Un grand merci à nos invités. Merci beaucoup Mireille Stivala, merci Romain Saloproir, merci Marie-Lise de Branchu, merci Natacha Poubi, merci Jean-Marc Canon et merci Alain Nguyen. Animé, c'est